Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Aujourd'hui, je reçois pour notre dernière session l'invitée à l'honneur de cette semaine, Saskia Helmunt, pour parler autour de son livre La tentation du retour, édité chez les Perséides. Bonjour Saskia. Bonjour Nathalie. En tout début de semaine, on a parlé d'une pièce de théâtre que vous avez montée, qui reprend le premier livre que vous avez vous avez publié en 2015. Cette pièce de théâtre, vous êtes seule en scène ? Oui. Mm-hmm. Vous l'avez jouée l'année dernière à Montfort. Voilà. Donc c'est une heureuse coïncidence. Voilà, aujourd'hui vous êtes à Montfort aussi. Est-ce que cette pièce, vous la jouez toujours ? Oui, donc je la joue toujours. Donc s'il y a soit des professeurs, donc c'était surtout des professeurs d'allemand et d'histoire pour les troisièmes en collège, quelques professeurs aussi de lycée qui m'ont invité, donc l'année dernière jusqu'à la mi-mars. Et aussi j'ai joué pour des associations, pour des comités de jumelage, voilà, donc ça, dans des cafés-librairies, dans des bars associatifs, donc donc j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. J'ai juste besoin d'une sono, voilà, c'est tout. D'une sono. Voilà, une sono, oui, parce qu'il y a des enregistrements qui passent pendant la pièce, des chansons, des enregistrements historiques de la nuit de la chute du mur, donc des choses comme ça, voilà. Donc, avec des morceaux de Rostropovitch aussi ? Non, ça non. C'était pas dans la nuit même, c'était un peu plus tard. Et elle dure combien de temps, cette pièce de théâtre ? Elle dure 45 minutes. Oui, donc elle est facile. Donc aussi pour les élèves, voilà. À intégrer dans un programme ou. Voilà. Et après, il y a toujours un temps d'échange parce que et adultes et élèves, adolescents, il y a toujours beaucoup de questions que les gens posent après. Voilà. Oui, parce que je pense que c'est très très méconnu quand même. Voilà, c'est très très méconnu. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à écrire et aussi que j'ai donc monté cette pièce de théâtre. Et je donne aussi des conférences sur la chute du mur. Et vu que j'ai sorti donc, en mai cette année mon troisième livre, il n'y avait pas du tout l'occasion de rencontrer le public à ce moment-là, pas de signature ou conférence. Donc là aussi, si jamais quelqu'un est intéressé, m'inviter dans une librairie ou voilà. Donc, en sachant que ça reste un livre qui peut se lire, je pense, aussi dans les années à venir, puisque voilà, c'est un témoignage de comment a été vécue la réunification. Enfin, ça se passe aujourd'hui, voilà. Mais c'est quand même plus pour témoigner d'une époque qui est révolue. Donc voilà, il n'y a pas de contrainte de temps. Non. C'est indémodable. Voilà, ça peut se lire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et la conférence, j'imagine, sur la chute du mur aussi peut se... Alors, effectivement, quand il y a des événements historiques, on choisit toujours des anniversaires bien précis, mais l'information est valable tout le temps. Voilà. Depuis 45 minutes, on a un comité de jumelage à Montfort, donc d'accord. Peut-être que voilà, si l'information arrive jusqu'aux oreilles des décideurs du comité de jumelage, on pourra faire passer l'information. Il y a un aspect dans votre livre que vous abordez et qui là vous attriste. Enfin, on le sent, votre personnage Sigoun est très mal à l'aise par rapport à cette situation, et j'imagine que vous aussi. Oui. C'est la montée de l'extrême droite, des extrémismes et du racisme aussi. Xénophobie, oui. De la xénophobie, voilà, dans les anciens lands de l'Est. d'Allemagne de l'Est. Est-ce que vous pouvez... Alors, vous avez bien évidemment sans l'excuser, sans cautionner, mais des éléments quand même d'explication. Je pense que même les auditeurs ont bien compris qu'avec cette réunification qui a été faite un petit peu dans la précipitation, dans la rapidité, a laissé des traces, et ce qui peut expliquer aujourd'hui cette montée de l'extrême droite. Voilà, donc il y a cette amertume de ne pas être reconnu, de ne pas être entendu, de ne pas se sentir intégré.
Et justement, donc il y a eu beaucoup de chômage donc après la réunification. Donc entre 1990 et 2010, le chômage en Allemagne de l'Est était constamment entre 15 et 20% de la population. Donc c'est énorme, hein, c'est presque une personne sur 5 active qui était au chômage. Donc, chômage qui n'était pas connu à l'époque de la RDA. Voilà, les gens n'étaient pas du tout préparés. Et je pense qu'il a joué donc en 2015, quand l'Allemagne a ouvert ses frontières pratiquement pour accueillir autour d'1 million de Syriens. Pour eux, on a donc trouvé des logements, on a trouvé des cours d'allemand et on a aussi essayé de leur trouver du travail pour les intégrer. Et que les gens se sont dit, oui, mais nous, pour nous, à l'époque, on n'a pas fait ça. Nous, on nous a laissés sur le carreau. On était au chômage, on était équivalent RSA, etc. Et personne ne nous a aidés. Alors que là, pour des étrangers, on fait des efforts plus que pour des Allemands. Alors que les efforts des Allemands de l'Est n'étaient même pas reconnus dans leur effort d'adaptation. Voilà. Voilà, donc je pense de là, c'est évidemment de frustration. Voilà, c'est beaucoup de frustration. Évidemment, c'est pas bien, donc je ne cautionne pas du tout, bien sûr. Mais je peux comprendre comment on arrive à une frustration énorme et qui peut se traduire par un vote pour l'extrême droite. Et j'ai un peu, il y a une scène quand l'héroïne va à la mairie pour s'inscrire dans un registre qui n'existe pas en France. En Allemagne, tous les gens doivent se faire enregistrer dans leur lieu d'habitation et où elle est justement face à une réaction du fonctionnaire en face qui est xénophobe. Et elle essaie donc justement d'expliquer, de faire un parallèle. Oui, mais eux aussi, ils n'ont pas demandé de venir. C'est aussi parce que chez eux, ça ne va pas bien. Et finalement, on devrait plutôt, nous sommes les plus faibles, on devrait plutôt se réunir au lieu de se combattre mutuellement. Mmh. Parce que cette énergie, une frustration, c'est aussi une énergie. Quand on va donc justement contre les étrangers, mais elle serait beaucoup mieux employée à changer quelque chose dans le système, au lieu de chercher un bouc émissaire et du coup, il n'y a rien qui va changer, en fait. Il n'y a pas les conditions de travail, de vie ne vont pas s'améliorer. C'est juste, on dit qu'il faut pas qu'il y ait les étrangers qui arrivent, etc. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, vous le dites, la réunification a été faite un petit peu dans la précipitation et dans l'anéantissement quand même de ce qui faisait l'identité qui était propre à l'Allemand de l'Est, à l'Allemagne de l'Est. Et curieusement, en 30 ans, il n'y a pas la frustration a perduré, parce que la montée de l'extrême droite, c'est encore aujourd'hui, quoi. Oui, ça a commencé il y a quelques années seulement. Ouais. Ça a commencé il y a quelques années, mais en début 2020, je crois que c'est à Naumbourg aussi, il y a eu aussi c'est pas le parti d'extrême droite qui a eu une certaine audience, encore aujourd'hui finalement. Donc 30 ans après la réunification, la frustration n'a pas diminué, en fait, le sentiment de dévalorisation non plus. Non. Et là, en fait, ils osent enfin d'exprimer la frustration en quelque sorte. Donc, c'est une manière de protester. Ce vote d'extrême droite, c'est un vote de protestation. Oui, comme partout, comme je pense. Oui, mais pour dire 30 ans après, qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui pour nous, quoi. Voilà. Donc, pour moi, c'est presque un cri de vouloir attirer l'attention. Mais regardez-nous, enfin, on a des besoins différents, on a des idées différentes, on a des choses à apporter, on veut participer et vous nous rejetez en quelque sorte. Pour moi, c'est ça en fait qui se traduit aussi parce que ça attire forcément l'attention. Donc là, ils ont enfin trouvé un moyen. On parle de vous, quoi. Voilà, enfin on parle des Allemands de l'Est parce qu'ils votent pour l'extrême droite. Alors qu'avant, tous les changements, tout le chômage, tout ce que les gens ont enduré, mais on n'en parlait pas. Donc ils ont trouvé enfin un moyen pour attirer l'attention. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que on se dit certes, la réunification s'est faite de manière un peu précipitée, c'est très inédit, donc il y a beaucoup d'improvisation. Mais au fil des années, la reconnaissance aurait pu quand même advenir, quoi. C'est pas le cas.
c'est pas le cas. Ça fait 30 ans, donc en 30 ans, ils ont quand même eu le temps de reconnaître la spécificité est-allemande et éventuellement de pouvoir réintégrer des choses. Ça aurait pu, oui, mais ça s'est pas fait. Donc là, la volonté politique n'est pas là, visiblement. Je pense avec c'est une dictature, donc c'est quelque chose de négatif, donc il faut tout jeter. Bon, après, c'est aussi pour éviter d'avoir un miroir, parce qu'évidemment, la RDA, des choses qui étaient possibles en RDA, ben, en théorie, ça devrait être possible en RFA aussi. Donc oui, parce qu'on est en démocratie en RFA, non? Voilà, donc que toutes les femmes peuvent travailler, avoir des enfants, ça devrait être possible normalement. Si chez nous c'était possible, voilà. Et je pense aussi pour éviter ces miroirs qui montrent justement que les défaillances. La vie n'est pas rose non plus en RFA. Donc je pense que c'est une façon d'éviter d'avoir un miroir critique. De l'autre côté, voilà, pour dire, chez nous, il y avait des choses qui étaient possibles, mais pourquoi chez vous, c'est pas, pourquoi il n'y a pas assez de crèches, pourquoi il n'y a pas assez de, voilà. Comme vous le disiez, Angela Merkel vient de l'Est. Elle vient de l'Est. Oui. Donc elle a quand même bien connu ce système. Elle a fait ses études. Elle a fait ses études aussi, donc elle, on l'a reconnu ses diplômes à elle. Oui. Bon, vous n'êtes pas tous des Angela Merkel. Hein. Non. Mais je pense que c'est le fait de mettre à la tête d'un parti politique une femme qui vient de l'Est aurait pu être l'occasion justement mais ça n'a pas été un petit peu l'image. C'est ça que les Allemands de l'Est ont espéré quand elle est arrivée au pouvoir, mais elle les a déçus en fait, parce qu'elle n'a pas du tout fait une politique est-allemand. ou au moins un effort de reconnaissance de tout ce que vous avez dû supporter, accepter. Donc je pense qu'elle, c'est un exemple de quelqu'un qui s'est très bien adapté au nouveau système et justement pour faire carrière, elle a épousé les valeurs du nouveau système en quelque sorte. C'est ce qui lui a permis donc de monter dans son parti jusqu'en haut. Ah oui, donc vous l'expliquez comme ça. C'est peut-être pas la seule explication, hein, mais il y a certainement autre chose. C'est une des explications. Pour moi, c'est ça, qu'elle a su s'adapter très très vite et avec succès au nouveau système. Donc pour en arriver là, il a fallu qu'elle devienne une Ouest-allemande plutôt que de rester une Est-allemande. En tout cas, comme j'ai dit l'autre jour, que c'est seulement quand elle a décidé de ne pas se représenter comme chancelière aux élections qu'elle a enfin parlé de vraiment... Bon, tout le monde sait qu'elle vient de l'Est, mais qu'elle a parlé aussi un peu au nom des Allemands de l'Est en disant qu'il faut reconnaître leurs efforts, etc. Avant, elle ne faisait pas. Donc, elle a dit aussi dans le même entretien parce que justement, la journaliste qui a mon âge et qui est de l'Allemagne de l'Est et que j'apprécie beaucoup, lui a justement posé cette question. Mais vous savez que les Allemands de l'Est sont plutôt déçus de votre politique. Et elle a répondu, je voulais être une chancelière pour tous les Allemands. Voilà. Mais elle a quand même été plus une chancelière pour les Allemands de l'Ouest. En tout cas, à l'Est, je pense. Voilà, à l'Est, je pense que les gens ont ressenti comme ça. Ouais. Et maintenant qu'elle ne se représente pas, elle peut reprendre son identité. Elle peut aussi reprendre ses racines. Et voilà, ouais. Donc c'est une histoire de politique finalement, quoi. Le pouvoir politique, avant tout, c'est plus un héritage du système ouest-allemand que allemand tout court. Oui, oui. S'il faut attendre de plus représenter pour oser dire et oser parler au nom des Est-allemands, c'est quand même... Il y a un problème. Oui, tout à fait d'accord. Bon, eh bien écoutez, il y a encore beaucoup à dire parce que voilà, votre livre est une mine de renseignements sur... si vous voulez en savoir davantage, parce que nous avons survolé un petit peu ce qui pouvait être dit sur les Allemands de l'Est et l'Allemagne de l'Est, vous n'hésitez pas à lire La Tentation du Retour, édité chez les Perséides. C'est vraiment une belle découverte de l'Allemagne de l'Est qui donne envie à la fermeture du livre de se dire... Alors déjà au niveau du patrimoine historique, c'est vrai que
La Thuringe est une région qui m'a l'air très très riche historiquement et humainement aussi. Oui. Mais là, c'est propre aux Allemands de l'Est. Oui. Ils ont conservé leurs vieilles habitudes d'antan. Donc, merci beaucoup, Saskia, de nous avoir accordé ce temps entre deux Déplacement, oui. entre deux déplacements. Et puis, ben voilà, pour ceux qui ont envie aussi de vous entendre, d'entendre votre pièce, il y a toujours moyen. Je mettrai de toute façon vos coordonnées sur la page Facebook de l'émission. Et puis, on peut toujours contacter la radio. Voilà. Et j'ai aussi un site internet. Donc, Voilà, si on vous tape avez mon nom, on trouve le site internet où on peut me contacter aussi. Voilà. Donc, tout est dit. Merci. Donc, je rappelle le titre du livre, La tentation du retour chez les Perséides. Merci Saskia. Et puis, j'espère au plaisir d'une nouvelle émission. Merci beaucoup, Nathalie. Au revoir. Au revoir. Saskia Helmund, La tentation du retour. Le jour J, Sigun est en avance à la gare. Le bâtiment, spacieux, est trop grand pour le peu de voyageurs qui y passent. Architecture 1900, proportions démesurées, une salle des pas perdus. Sera-t-il tiré de son sommeil comme la Belle au bois dormant si la région obtenait le classement par l'UNESCO ? L'importance d'une ville se reflète dans l'entretien de sa gare. Toute gare fermée condamne, toute gare agrandie, embellie parle d'espoir, d'avenir. Depuis la réunification, lignes de trains et gares ont été supprimées en Allemagne de l'Est. Ce raz-de-marée a suscité indignation et colère. Quelques lignes de Regionalbahn, que les chemins de fer allemands ne jugeaient plus rentables, ont été ressuscitées par des compagnies locales qui ont su adapter les horaires aux besoins des passagers qui font la navette. De plus, elle propose souvent des forfaits pour des visites touristiques. Les trains d'aujourd'hui sont d'un plus grand confort que ceux qu'elle a connus dans sa jeunesse. Par une bizarrerie de l'histoire, la Société nationale des chemins de fer est-allemande avait gardé le nom que l'institution avait porté pendant la République de Weimar et le Troisième Reich. À l'ouest, on avait opté pour le nom Deutsche Bahn, chemin de fer allemand. En RDA, par contre, le Reich a survécu dans Deutsche Reichsbahn. Les voitures des trains d'alors étaient peintes en vert foncé, les sièges étaient d'un marron rouillé. Quand elle rentrait de ses études à Leipzig, un week-end sur 3, elle utilisait un train de grande ligne jusqu'à Erfurt pour ensuite traverser la forêt de Thuringe en Regionalzug. L'hiver, quand une couche de neige épaisse couvrait pendant des semaines le paysage au-dessus de 900 mètres, le train avait du mal à avancer dans les montées. Les passagers sentaient que la locomotive prenait son élan, se lançait, courageuse. Respiration forte et saccadée, sueur au front. Arrivée au point culminant de la ligne, sur la crête, elle s'apaisait, contente, épuisée. Quelquefois, le chauffage ne marchait pas et on voyait la laine sortir des bouches comme une fumée blanchâtre. Sigun est tirée de sa rêverie par l'annonce de l'arrivée du train en provenance d'Iéna. Elle respire profondément, rajuste sa coiffure. Ce matin, elle a passé un certain temps pour choisir sa tenue. Elle cherchait quelque chose de saillant, mais discret. Après tout, elle est en rendez-vous professionnel. Donc, pas de robe, trop féminin. Finalement, elle a opté pour une jupe noire et longue et un haut assorti avec des fleurs. Femme, mais pas trop. Elle veut éviter de raviver les malaises du passé. Quand le train entre en gare, elle essaie de distinguer son visage parmi les passagers amassés derrière les portes. N'y parvient pas. Johannes s'est certainement levé après les autres pour éviter le tumulte et la promiscuité. Le train s'arrête, les portes s'ouvrent. Environ 10 personnes sortent des 3 voitures. La dernière qui met pied à terre lui paraît familière. Elle agite sa main.
s'avance. Une silhouette épaissie s'approche. Elle reconnaît les lunettes rondes, les cheveux coupés au ras du crâne, l'air goguenard. Il a une esquisse de sourire aux lèvres. Elle lui sourit, s'arrête, tend la main. « Bonjour, Johannes. » Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.